Je me présente, moi je suis Bao, donc je serai une de vos animatrices. Je suis spécialisée sur ces questions-là, donc sur les questions de genre, de violences sexistes et sexuelles, sur les inégalités femmes-hommes ainsi que les discriminations. Je vais co-animer cette table ronde donc avec Émilie. Bonjour. Donc, moi, c'est Émilie. Je suis animatrice aussi de cette table aujourd'hui. Et à côté de ça, donc, moi, j'ai un doctorat de sociologie. Mais j'ai arrêté la sociologie. Et aujourd'hui, je me suis plutôt engagée dans les questions féministes à travers le dessin. Voilà. Donc, je merci Bao pour cette introduction et pour le courage que tu as fait part de nous faire part de tout ça. Donc, aujourd'hui, on va poser une question. On va peut-être présenter nos invités. Oui, sinon on présente d'abord. Voilà. Eh bien, laissons-les se présenter. Ok, je crois qu'il n'y a même besoin. Donc moi, je suis Camille Tallet, je suis sage-femme et ostéopathe à Lyon et je suis la présidente d'une association qui s'appelle Périnée Bien-Aimée. Moi, mon créneau, c'est de prendre en charge les femmes qui souffrent de douleurs gynécologiques. Bonjour tout le monde, donc Charlène, je suis militante à Nous Toutes Run. Pour les personnes qui ne connaissent pas Nous Toutes, donc on a deux objectifs qui sont d'exiger des politiques publiques des moyens efficaces pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et aussi, on sensibilise et on forme l'opinion publique via différentes actions et via aussi des formations en ligne. Bonjour à tous, moi je suis Florie Fonterme, je suis thérapeute narrative et biographe. J'utilise le récit de vie pour soigner la relation à nos histoires et permettre justement à des personnes qui auraient été victimes de violences en tout genre de ne pas s'enfermer dans ce seul statut et cette seule histoire, mais de leur donner de la matière pour qu'elles portent un regard plus bienveillant, disons, sur ce qu'elles ont vécu. Et bonjour, j'agence d'avoir un micro. Morgane Colette, je suis sage-femme et je suis surtout directrice d'une association qui s'appelle Vivo et qui prend en charge de manière coordonnée le parcours de toutes les personnes victimes de violences dans toutes les sphères de la reconstruction, donc médicale, thérapeutique, juridique, sociale, mais depuis peu de temps la remise au travail. Et j'ai la chance de compter dans mon équipe notamment Florie pour accompagner nos personnes victimes de violences. Alors, pour vous expliquer un petit peu aussi comment nous allons organiser cette table ronde, donc nous serons dans l'échange, bien sûr, nous allons poser des questions à nos invités. Vous pouvez aussi intervenir, mais plutôt que de faire circuler le micro parmi le public, nous avons préparé ici une boîte à questions. On vous a distribué un peu de papier, des crayons. Donc, si vous souhaitez poser une question à un moment donné, vous pouvez la mettre dans la boîte et nous viendrons les cueillir. Sinon, vous avez ce numéro qui est là. Donc, si jamais vous ne le voyez pas, 06 30 99 55 90. Si vous êtes plus à l'aise avec cette solution-là, vous pouvez écrire sur ce téléphone. Et vous trouverez aussi en bord de scène alors une petite bibliographie, on va dire bien sûr qui n'est pas exhaustive, mais quelques ouvrages en tout cas qui nous avaient intéressés, qui parlent un petit peu de ces questions. Vous avez aussi librement tout ce qui est violentomètre, donc pour apprendre ce que sont un petit peu les violences sexistes et sexuelles. Vous avez aussi le petit flyer de Nous Toutes, ainsi que différents documents donc, de nos invités. Voilà. Je te passe la parole. Du coup, aujourd'hui, on va se poser la question de est-ce qu'on peut véritablement guérir de ces violences ? Pourquoi on a choisi cette focale-là ? Parce que, en fait, on s'aperçoit qu'on ne s'intéresse pas vraiment beaucoup aux conséquences qu'ont ces agressions et ces violences sur les victimes. Alors qu'en fait, quand on regarde ces conséquences qui sont psychologiques, somatiques, physiologiques, on a des victimes qui développent, par exemple, sur la question des violences sexuelles, qui vont développer le même genre de pathologie. On se rend compte qu'en fait, l'amnésie aussi, c'est le premier instinct de survie, en fait, l'amnésie. Donc, toutes ces conséquences-là, étonnamment, on en parle peu, alors que ça pose des enjeux vraiment importants, en fait, pour la prise en charge, l'accueil de la parole, l'accompagnement,
quel système juridique on met en place quand on sait que une personne peut rester amnésique 40 ans. Et en fait, on s'intéresse beaucoup à l'avant, la question du consentement, mais le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation à essayer de chercher de savoir est-ce que l'agresseur a vraiment agressé, est-ce que la victime est vraiment victime. Donc nous, on aimerait se situer après, dans l'après, et voir un peu, puisque la justice est défaillante, puisque les agresseurs continuent à courir dans la nature, tout repose sur les victimes finalement. Donc l'idée, c'est pas de dire que c'est bien. L'idée, c'est quand même revenir du coup sur ce que vivent les victimes, qu'est-ce qu'elles développent derrière comme difficultés, et de voir, parce qu'on n'est pas là non plus pour pleurer pendant 1h30, quelles solutions sont mises en place avec les personnes, nos intervenantes qui sont là, qui cherchent à répondre à ces niveaux d'enjeux. Et donc, on peut commencer peut-être avec toi, Charlène. Donc, si tu pouvais nous représenter peut-être la spécificité de nous toutes. Bon, tu l'as déjà un petit peu présenté. Et peut-être aussi revenir sur... Ah non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Avant de commencer, j'aimerais que chacune, vous nous disiez une conséquence de ces violences. Quelle est celle qui vous vient à l'esprit, une ou deux? Sachant que vous avez une posture toute différente en tant que sage-femme, en tant que biographe, en tant que militante, on va peut-être pas... Alors moi, dans ma pratique de sage-femme, j'ai une surreprésentation de pathologies type endométriose, par exemple, chez les femmes victimes de violences. Et une partie de mes patientes qui vont développer des problématiques sexuelles. Mais j'ai vraiment envie de dire que c'est qu'une seule partie parce que, en fait, dans ma pratique de prise en charge de douleur, il y a la même proportion de femmes qui ont subi des violences que des femmes qui n'ont pas subi de violence. Donc, il y a une représentation de douleurs vulvaires, de douleurs dans la sexualité, mais pas forcément plus que dans la population générale. Par contre, beaucoup, beaucoup plus de pathologies auto-immunes type endométriose. Les conséquences, moi, ça sera plutôt le côté sociétal. Donc, en fait, le continuum des violences, et du coup, ça continue d'asseoir le système patriarcal, la place des femmes dans la société. Mais il y a aussi combien ça coûte. Donc, il y a un livre qui a été écrit sur le coût de la virilité avec une enquête. Et en fait, ça coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros en France. Donc, faut imaginer les économies qu'on pourrait faire et comment on pourrait réinvestir ça justement pour accompagner les victimes qui sont les victimes de ces violences-là. Entre autres. Ça, c'est une autre. Moi, c'est plutôt des conséquences sur le plan psychologique avec des personnes qui ont tendance à l'autocensure, qui ont tendance à se renfermer sur leur statut de victime et à pas se dire que c'est possible d'être autre chose que victime. Et du coup, beaucoup de problématiques liées aussi au manque de légitimité. Je ne suis pas capable de, ou je ne serai pas légitime de faire ci ou de faire ça. Donc on a finalement une histoire unique de vie qui est j'ai été ou je suis victime de violences sexuelles et l'incapacité de voir toute la pluralité de ce qu'on peut être autrement que ça. Eh bien, moi, j'aurais dit qu'avec la vraie malchance que nous avons, et pour moi, c'est une chance parce que je travaille beaucoup avec le juridique et que du coup, pour les certificats, c'est hyper important, mais dans le corps d'une personne victime, il y a toujours une trace. En tout cas, dans tous les corps des personnes victimes que j'ai vues jusqu'à maintenant, et ça fait 12 ans, il y a toujours quelque chose, donc un chemin de douleur au niveau abdominal, une douleur dans le rein qui est restée parce qu'on a pris un coup à un moment donné, une douleur au niveau du vagin, une infection urinaire à répétition, des mycoses à répétition, bref, je suis sage-femme, je vais donc rester sur ma spécialité. Mais il y a toujours quelque chose et c'est important justement de pouvoir se faire examiner par des personnes qui peuvent trouver ce que vous avez au niveau du corps si vous avez vécu des violences. Je voulais... Je sais pas si... Oui, merci. Je voulais peut-être juste compléter peut-être un petit peu aussi ce panorama. On tenait à vous informer que nous avions essayé aussi de faire venir une association qui parle de l'excision,
qui malheureusement était prise, donc n'a pas pu être présente, mais on l'espère sur d'autres éditions. Que ça ne s'arrête pas. Alors aujourd'hui, on va parler surtout du somatique, hein, de ce qu'on peut faire effectivement pour ces solutions-là. Mais une chose qu'il faut qu'on ait aussi en tête, c'est que en France, on parle beaucoup de violence. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un médecin qui s'appelle le docteur Lazimi, qui à un moment donné a fait partie du bureau du Haut Conseil à l'égalité, qui expliquait que le traitement des violences en France se faisait beaucoup par silo. Alors on parle des violences faites aux femmes, on parle de l'inceste, on parle des violences par conjoint, etc. Alors que finalement, toutes ces violences-là, elles sont liées. Et il rappelait que très souvent, par exemple, derrière un enfant violenté, il y a aussi très certainement une maman qui, elle, subit des violences. Et inversement, derrière une maman qui subit des violences, il y a aussi peut-être des enfants. Je lisais en ce moment aussi un autre livre qui expliquait, par exemple, aussi qui avait fait une enquête auprès de ces mères infanticides, par exemple, et qui expliquait beaucoup que dans la majorité de ces mamans infanticides, il y avait derrière aussi des problèmes d'isolement, des problèmes de violence. Se rappeler aussi, par exemple, que l'accès à la contraception, même en France, parfois, devient aussi compliqué. Ça, c'est encore un autre type de violence. Donc, on ne pourra pas aborder tous les types de violences autour de cette table ronde. Mais en tout cas, avec nos invités, voilà, n'hésitez pas. Alors du coup, Charlène, je me demandais si tu pouvais du coup revenir un peu, peut-être sur la spécificité de nous toutes ou pas, si tu sens que c'est pertinent. Et puis aussi, peut-être revenir sur les chiffres. On en a donné quelques-uns, mais en quoi on parle de violences sexistes et sexuelles aussi. Pourquoi c'est sexiste? En quoi c'est un problème lié au genre? On remarque aussi que souvent, plus la personne est vulnérable, plus il y a de risques pour qu'elle soit victime. Voilà, essayer de revenir là-dessus. Et puis, je ne sais pas, par exemple, sur le système judiciaire, tu as beaucoup d'éléments aussi par rapport... voilà. Alors, Nous Toutes donc, est née en 2018, après la vague MeToo. Donc, la vague MeToo, ça a permis aux femmes de dire moi aussi j'ai subi telle violence. Moi aussi, je peux déclarer ça. Donc, ça a quand même libéré grandement la parole. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de s'emparer de ça et de pouvoir sensibiliser, interpeller plutôt, puisque c'est l'opinion publique qu'on sensibilise, mais interpeller les pouvoirs publics et demander vraiment que soient mis en place de réels moyens financiers, en tout cas pour accompagner les personnes qui sont victimes de violences. Donc nous, on agit, donc on fait de l'interpellation et on fait aussi des actions, donc comme je disais, de sensibilisation. On va renommer des rues. Sur Lyon, donc on est une antenne locale de Nous Toutes Natio, donc on distribue dans les commerces les numéros d'urgence. On s'appuie aussi, donc comme tu présentais Bao, le violentomètre qui est mis en place par le centre Hubertine Auclair. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour un petit peu graduer où est-ce qu'on peut se situer, notamment dans nos relations intimes. Donc est-ce qu'on subit des violences ou pas. On participe donc là, comme là, à des tables rondes. On est très actifs sur les réseaux sociaux parce que je vais revenir, en fait, souvent les questions qu'on nous pose, c'est oui, mais vous rendez la justice sur les réseaux sociaux. Oui, mais est-ce que la justice se rend réellement pour les personnes qui sont victimes de violences ? Je vais y revenir très rapidement. Donc, on intervient aussi sur des tables rondes, sur du cinéma. On participe avec... donc, on est mandaté au collectif Droits des femmes 69. Donc, c'est un collectif qui, à la base, luttait lors des restructurations pour le droit à l'IVG. Donc, on fait partie de ce collectif et on participe à l'organisation des grandes manifestations. Donc, il y a 3 dans l'année, donc prochainement le 25 novembre à 14h place Bellecour pour la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On a le 8 mars et le 28 septembre qui est un rassemblement pour la journée internationale du droit à l'IVG. Donc on passe par tout ça et je voulais revenir sur le terme violence. Je pense que au-delà du mot violence, c'est plutôt la dignité.
Moi, je parlerais de dignité. C'est est-ce qu'on peut se dire que là, aujourd'hui, parce que tu parlais justement de est-ce qu'on se sent victime légitime ou pas. Donc ça, c'est des questions je trouve ça à chaque fois, il n'y a pas de légitimité à se sentir victime, mais dans le sens où, en fait, on parle de dignité. Est-ce que ma dignité, elle a été atteinte à ce moment-là et pour qualifier, en fait, en tout cas, le terme de violence. Légalement, le code pénal, donc je vais prendre ma Bible. C'est la Bible des militantes Nous Toutes, forcément écrite par Caroline Dehaas. Voilà, je fais un petit peu de pub, il est vendu là. Voilà, il y a le format poche qui est vendu à la librairie des Canuts. Donc, le code pénal sanctionne les différents agissements sexistes. Donc, on parle de l'agissement sexiste, donc que ce soit dans différents cadres du travail, propos sexistes, qui portent toute atteinte à la dignité ou qui créent un environnement dégradant pour la personne. On va jusqu'à l'outrage sexiste, l'exhibition sexuelle, l'injure publique sexiste, donc quand vous faites interpeller dans la rue, c'est condamnable. Le harcèlement sexuel, donc il y a différents types d'harcèlement sexuel, l'atteinte sexuelle, l'agression sexuelle, le viol, et puis ensuite l'inceste. Donc ça, c'est gradué évidemment dans notre code pénal, mais c'est les différents types, en tout cas, de violences sexistes et sexuelles qui sont condamnables. Donc on pourrait se dire c'est pas très grave, petit agissement sexiste, franchement, non, c'est grave, ça porte atteinte à notre dignité, donc c'est condamnable. Donc voilà, donc à ce niveau-là. J'ai un peu flouté toutes les questions, mais donc il y a 2 questions qui nous reviennent souvent. C'est pourquoi les femmes ne portent pas plainte. Pourquoi les femmes ne portent pas plainte ? Parce que déjà, subir des violences, avoir une atteinte à notre dignité, c'est très difficile. Et en plus, aller porter plainte, c'est clairement c'est vraiment un parcours de la combattante, quoi, du combattant et de la combattante. Parce que il faut dire que les forces de l'ordre ne sont pas forcément formées à réceptionner les plaintes. Il n'y a pas forcément d'empathie. Souvent, il y a une double culpabilisation de la victime. On sait que le cycle des violences, il faut, quand on est en tout cas avec un partenaire intime, il faut à peu près en moyenne 9 séparations pour que, en fait, il y ait vraiment que la personne puisse prendre son indépendance et sortir de ce cercle de violence. 9 séparations. Donc, on va aller porter plainte une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Forcément, c'est ce cycle-là. Et les forces de l'ordre, au bout d'un moment, arrêtent de prendre les plaintes. Donc, il y a tout ce volet-là. Il n'y a pas les moyens qui sont donnés aux forces de l'ordre de se former sur ces questions-là. Donc, tout ça, ça rentre dans un système global qui fait que pour les victimes, il est très difficile d'aller porter plainte. Ensuite, au niveau de la justice, pareil, la justice n'a clairement pas les moyens. Il y a quand même un chiffre, là, cette année, qui est assez éloquent. C'est que, donc, au-delà des 147 féminicides qui ont eu lieu en 2022, pour information, aujourd'hui, on est à 112, on est juste le 5 novembre. Tout va bien. Depuis quand même en tout cas depuis qu'on nous avait dit qu'on allait mettre tous les moyens pour lutter pour ça, le chiffre de féminicide n'a fait qu'augmenter. Donc grande cause du quinquennat, on en reparlera. Donc juste 94 000, c'est le nombre de femmes en fait qui déclarent être victimes de viol ou d'agression sexuelle. Et il n'y a eu que 1205 condamnations pour viol par la justice française en 1 an. 94 1205. Voilà, je lance le pavé comme ça, mais donc c'est un chiffre qui est assez éloquent. Et donc du coup, la justice. Donc en fait, la justice, effectivement, nous on nous reproche souvent parce qu'on est très actifs sur les réseaux sociaux de faire justice sur les réseaux sociaux. La question, c'est où est-ce que se fait la victime ? À partir du moment où la justice n'a pas les moyens, requalifie les faits de viol en agression sexuelle pour aller beaucoup plus vite, où il y a une disparité entre les territoires, c'est très 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 difficile, en tout cas pour les victimes, de rentrer dans ce parcours-là, dans ce schéma, sachant que aujourd'hui, quand même, il faut le dire, il y a un exemple qui est assez troublant, c'est que souvent, il y a l'ordonnance de protection. Je ne sais pas si vous connaissez, ça a été mis en place en 2010, et donc c'est prononcé par le juge aux affaires familiales. Et ce qui est plutôt bien, c'est que donc, ça donne des mesures d'éloignement, entre autres, et ce qui est plutôt bien, c'est que la victime n'a pas besoin de porter plainte. Par contre, il faut constituer un dossier avec toutes les preuves, et là encore,
on voit que le système est mal fait, puisque c'est souvent les associations qui accompagnent les personnes qui sont victimes, mais elles n'ont pas forcément les moyens humains, logistiques pour pouvoir accompagner sur toute la durée. En fait, elles se substituent à ce que l'État devrait faire. Aussi, ce procédé-là, qui est quand même super bien, n'est pas forcément utilisé par les juges aux affaires familiales. Il y a souvent beaucoup de disparités entre départements. Et ils vont plutôt avoir tendance à proposer des médiations. Médiation, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on met l'agresseur et la victime dans une salle et on fait en sorte que ça se passe bien, que tout s'arrange. Sachant que la Convention d'Istanbul, donc, qui légifère sur tout ce qui est violence sexiste et sexuelle que la France a ratifiée, exprime clairement que la médiation est impossible en cas de violence conjugale. Mais nous, en France, on continue. Il n'y a pas de souci, c'est pas problématique. J'aimerais juste faire un petit point justement. À l'époque, Nicole Belloubet, donc, qui était la garde des Sceaux, avait lancé un audit interne en 2019, notamment un audit interne sur la justice. Il y a eu 28 analyses de cas d'homicide ou de tentatives d'homicide conjugaux. Et près de 2/3 des victimes avaient subi des violences conjugales. 65% les avaient dénoncées aux forces publiques. Et dans 80% des cas, il y avait une plainte qui avait été déposée. Donc, encore, on parle de chiffres, mais en fait, les chiffres, ils sont éloquents et ils sont assez forts. Du coup, nous, on milite aussi. Alors, ça fait un peu division parfois au sein du collectif, mais ce qui est important, c'est pour la justice restaurative ou la justice transitionnelle, donc, qui est beaucoup utilisée dans les pays, notamment au Canada. Ils sont quand même beaucoup... ils sont très en avance sur nous par rapport à ça. Et ça permet une reconstruction, en tout cas, pour les victimes. Et aussi pour les agresseurs. Je parle pas de reconstruction pour les agresseurs. Attention, hein, ne vous me prenez pas sur mes propos. Mais ça permet de se rendre compte, en fait, de la portée des actes. Et pour les victimes, c'est aussi une forme de reconstruction. Je ne sais pas si j'ai tout balayé, mais je crois que c'est déjà pas mal et je vais libérer le micro parce que je parle beaucoup. Donc, tenez. Merci Charlène. Alors dans ce que tu as dit, nous avons entendu un petit peu tous les mécanismes de ce qu'on appelle la silenciation, les lenteurs au niveau des forces de l'ordre, de la justice, une non-reconnaissance finalement de ce que sont ces violences. D'où peut-être la prochaine question qui porte un peu sur comment finalement on repère les victimes. On a vu aussi qu'il y avait plusieurs types de violences et donc entre les signaux faibles, voire très faibles, voire invisibilisés en fait, et le signal très fort qui peut être une marque corporelle. Quelle est là du coup l'importance de professionnels, par exemple, comme des sages-femmes? Donc du coup là, c'est peut-être deux questions plus spécifiques à l'encontre de Camille et de Morgane. En entendant parler Charlène, la justice, effectivement, on parle de la justice dans 20 à 25% des cas de victimes. Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'on en soit conscient. Ça veut dire que où sont les 75% d'autres ? Eh bien, ils sont chez nous, en fait. Et c'est là où je crois qu'il va vraiment falloir qu'on insiste. Et je me permets, et je mets les pieds dans le plat tout de suite, et Florie connaît mon avis sur la question. Les pouvoirs publics n'ont pas du tout travaillé sur la question des soignants, mais en fait les soignants, on est en première ligne, si on est tout à fait honnête, et on s'est rendu compte que plus de 50% des victimes allaient voir des soignants en premier lieu. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vais vous parler de la semaine dernière d'un médecin traitant que j'ai rencontré qui m'a dit non, moi je connais mes patients depuis 20 ans, non, j'ai aucune victime dans ma patientèle. Je lui ai dit, peux-tu poser la question juste pour savoir, comme ça, parce qu'en plus je lui ai dit j'ai une conférence la semaine prochaine, ça va me faire beaucoup rire. Il m'a appelé, c'est vendredi, et il m'a dit, j'ai posé la question toute la semaine, et j'ai 42 personnes victimes dans ma semaine. Voilà. 20 ans de médecine traitance. Il a beaucoup pleuré au téléphone, c'était très difficile pour lui, mais bon, voilà, je me permets d'insister sur la question. Donc la place des soignants, en fait, elle va être là. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce sur quoi on lutte, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, comment on repère des victimes ? Parce qu'il faut aller les chercher. En fait, on n'arrive pas en disant bonjour, j'ai mal au dos, j'ai vécu une violence, quoi, ça fonctionne pas comme ça. Donc effectivement, les soignants, pour nous, en tout cas, et notre vision des choses, et mes collègues partageons ça, mais
On est effectivement en première ligne, on est là pour les victimes et souvent on les voit, ne serait-ce que pour un suivi médecin traitant, un rhume, un suivi gynéco qui est censé se faire annuellement. Et c'est là qu'il faut qu'on pose la question. C'est là qu'il faut qu'on pose la question et que les personnes victimes puissent se sentir à l'aise, évidemment, de dire bah oui, effectivement, j'ai vécu une violence, mais encore une fois, et là je vais être insistante, ça suffira pas. Ça suffira pas parce que la majorité des soignants ne sont pas formés à la réponse. Voilà. Donc en fait, dire est-ce que vous avez vécu des violences, ça y est, ils sont mieux formés, même si on est 18% en France à faire du dépistage systématique. Mais après, il y a, bah oui, j'ai vécu des violences. Et là, eh ben, c'est bien. Qu'est-ce que, voilà. Vous avez vu un psy? Parce que je suis dans la merde, en fait. Donc voilà, effectivement, on a quand même beaucoup de choses à faire sur la question de la formation, mais aussi sur du soutien. Et ce pourquoi, effectivement, nous, on travaille, c'est ce côté-là. Bah oui, vous avez le droit de répondre oui, mais derrière, c'est avec ce oui. Moi, en tant que soignant, j'en fais quoi, en fait? Parce que c'est bien mignon, mais je suis pas armée. Si la justice n'est pas armée, à un moment donné, on va vite arriver à une problématique. Donc, la formation des soignants, le repérage des victimes, pour nous, pour une bonne partie de l'équipe, passe par la formation des soignants et la question systématique à toutes les personnes au cours de leur vie. Tu veux peut-être... tu es sage-femme aussi. Je sais qu'il y a, par exemple, la dernière fois, on parlait il y a quand même une déontologie. Vous ne pouvez pas non plus trop secouer... Par exemple, si vous avez une personne qui est en situation d'amnésie et que vous sentez qu'il aurait pu... il pourrait y avoir quelque chose, comment vous faites dans ces cas-là? Est-ce que... Alors, par exemple, chez moi, on vient parce qu'on a des douleurs gynéco. Donc, soit pour ma casquette de sage-femme, soit ma casquette d'ostéopathe. Et donc, effectivement, je rejoins évidemment Morgane que dans l'interrogatoire, je poserai la question des victimes. Êtes-vous victime de violences physiques, sexuelles, psychologiques, verbales? Mais la réponse n'est pas toujours oui, et elle n'est pas toujours au moment où je pose la question. Donc ensuite, je vais prendre le problème pour lequel la patiente est là. Et puis, je vais laisser des perches pendant la consultation. Je vais tendre, j'ai des messages basiques que je vais poser plusieurs fois dans la consultation pour que cette personne sente que si elle a envie d'en parler, c'est possible. Et puis après, moi, j'ai la chance de pouvoir voir les femmes plusieurs fois. Donc, les messages qui ont été entendus une première fois vont être réentendus une deuxième fois. Et puis peut-être qu'il y aura un moment où ça sera possible pour cette patiente de me dire, par exemple, une patiente viendrait pour des douleurs sexuelles, des douleurs à la pénétration pendant les rapports. Puis j'aurais posé plein de questions à la première consultation. Puis j'ai pas trouvé spécialement pourquoi cette patiente a mal. Mais je vais la voir une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis peut-être qu'à la 4e consultation, elle va me dire assez innocemment, vous pouvez me redire les motifs, pourquoi on a mal? Alors dans ces moments-là, je réexplique, est-ce que c'est parce que vous avez eu des problèmes de mycose à répétition? Est-ce que c'est parce que vous avez de la sécheresse vulvaire, etc. Puis je dis bien sûr aussi, puis il y a aussi toute la problématique des violences. Et est-ce que par exemple, quand on se prend un doigt comme ça sans demander, c'est une violence? Bon voilà, on a pu mettre le doigt, c'est le cas de le dire, sur la problématique, mais tant mieux. Il fallait peut-être ce temps-là pour que la patiente soit assez en confiance avec moi pour qu'elle puisse me le dire, et puis surtout qu'elle puisse se dire, en fait, ce que je vis, ce n'est pas normal. Mais si on lui dit jamais que ce qu'elle vit, c'est pas normal, elle a peut-être toujours entendu que la sexualité, ça faisait mal, donc en fait, se prendre un doigt et avoir mal, en fait, c'est normal. Voilà. Après, on se disait aussi, du coup, quelles solutions sont mises en place parce que, une fois que vous êtes sage-femme, après, ça dépend. Quand on est dans une association qui prend en charge les victimes, peut-être que, du coup, on va aller les orienter là-dessus. Mais voilà, comment on fait après, une fois qu'on a repéré, quelles sont les solutions qui sont mises en place? Donc, je sais que il y a l'escrime pour la question des violences sexuelles, des victimes de violences sexuelles. L'escrime existe. Il y a la psychobox, j'ai entendu parler. Peut-être, et puis peut-être parler aussi ce que vous faites en association. Puis peut-être que toi, Florie, tu peux commencer en tant que biographe, en quoi c'est important de revenir sur la nation. Et puis si tu veux témoigner aussi.
Oui, bien sûr. Je rebondis un petit peu sur ce qui a pu être dit déjà sur la notion de temporalité. En fait, il y a un mot qui a été utilisé, c'est le mot reconstruction. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est quel est le parcours de reconstruction d'une personne qui a été victime de violences sexistes ou sexuelles. Et ce parcours, il va être unique en fonction de la personne, en fonction des violences qui ont été subies, en fonction des conséquences de ces violences aussi. Et ça ne va pas durer pareil en fonction des conséquences peut-être corporelles, des conséquences psychologiques. Et donc je crois qu'il faut aussi avoir en tête quand une personne victime de violence ose enfin franchir le pas de dire oui, j'ai été victime de violence, tout ce qui s'est passé dans sa tête avant pour déjà se dire je vais sortir de mon statut de victime finalement, je vais me montrer dans la lumière. Et je pense que toutes les personnes victimes ont conscience que c'est là que quelque chose, que ça démarre, quoi, que le vrai travail démarre. Jusqu'à présent, il y a eu plutôt une stratégie de survie pour la plupart, quelque chose de subi. Et là, maintenant, ces personnes décident de le dire et décident de redevenir auteurs de leur vie, décident de faire quelque chose pour aller mieux. Et ce quelque chose, je pense qu'il peut que marcher si on a une logique pluridisciplinaire. Ça peut pas être que aller voir un psy, ça peut pas être que aller voir une sage-femme, ça peut pas être on est à peu près sur la même chose aussi, c'est vraiment faire sortir tout ça. Moi, j'interviens plutôt en fin de parcours de reconstruction, c'est-à-dire une fois que toutes les conséquences vraiment corporelles et même psychocorporelles sont déjà bien soignées et que c'est pas retraumatisant de parler en fait de son histoire, puisqu'à travers l'autobiographie restaurative, l'idée c'est clairement symboliquement de faire en sorte que la personne redevienne autrice de sa vie et puisse pas raconter les violences qu'elle a vécues, pas raconter son trauma, mais de raconter tout ce qu'elle a mis en place pour survivre à ça et pour lui prouver que justement, pendant toutes les années, parce que souvent ça se compte en années, elle n'a pas été que victime, elle a été plein d'autres choses. Donc c'est vraiment lui permettre d'écrire sa vie autrement qu'à travers une agression sexiste ou sexuelle. Et ça, c'est pas évident, parce que quand on se raconte, on fait tous des choix. On choisit de raconter tel ou tel événement dans ce qui nous est arrivé. Si je vous demande de me raconter ne serait-ce que votre journée d'aujourd'hui, vous allez choisir pour X raisons de me parler de ça ou de ça, et on en oublie d'autres. Et donc comment est-ce qu'on fait pour que la personne, elle n'ait plus l'impression de se dire ma vie c'est d'être une victime, mais qu'elle soit en capacité de dire bah, ma vie c'est aussi d'être femme, mère peut-être, collègue, etc. Et c'est ce que permet la thérapie narrative aussi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter autre chose ? Moi, je veux bien rajouter quelque chose, parce que c'est ce pourquoi l'association Vivo lutte et a existé, mais Florie a parlé de la question du suivi. Je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très insistant sur ça. Une victime, ça ne s'abandonne pas. Alors, avec les moyens qu'on a dans les associations, ça, vous le savez, vous en avez tout à fait conscience, vous êtes ici, vous le savez, mais ça se coordonne surtout. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pas ah oui, galère votre histoire, bah, essayez la sophro. Et revenez me voir si ça va pas mieux, quoi. Voilà, ça ne peut pas fonctionner en fait comme ça, parce qu'aujourd'hui une personne elle a besoin d'être
avec une personne référente et de dire ok, tout le long je suis suivie, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui fonctionnent pas, mais je peux revenir la voir, je la revois régulièrement, parce qu'en fait c'est plutôt comme ça que ça se passe, en disant vu que je la vois régulièrement, je peux lui dire où est-ce que je galère, ce que ça a déclenché chez moi. Encore une fois, et tu parlais de l'amnésie, pour ceux qui connaissent la mémoire traumatique, mais je vais le faire extrêmement rapidement, il y a 3 grands acteurs dans la question du corps chez les personnes victimes du psychocorporel, et aujourd'hui il y a le corps qui a souffert et qui a vécu des choses et qui va s'exprimer ou pas, il y a la partie cerveau qui veut retenir ou qui ne peut pas retenir ou qui va amnésier ou tout ce qu'on peut y connaître. Et puis il y a toute la partie adrénaline et peur que la personne a pu ressentir. Et aujourd'hui, quand vous travaillez sur un événement, les autres s'enclenchent systématiquement. Donc en fait, si vous n'êtes pas suivi et coordonné aujourd'hui, vous allez venir pour une douleur. Prenons l'exemple de la douleur, parce que nous avons la chance d'avoir Camille ici, en disant je viens traiter une douleur. Et souvent, quand on traite une douleur, on repart et on dit en fait, je vais même moins bien que quand je suis arrivée, en fait. Parce que du coup, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire, j'ai traité la douleur et en fait, je vais pire. J'ai pas confiance en moi. Je me rends compte que ma sexualité, c'est devenu n'importe quoi alors que j'ai plus de douleur et que j'étais venue pour ça. Donc effectivement, derrière, elle a besoin de se dire ok, j'ai compris, ça a enclenché d'autres choses, il faut que je travaille d'autres choses. Et c'est là qu'on ne doit pas les lâcher. Parce que très souvent, elle commence un parcours et c'est là où du coup, on a dû vachement réfléchir sur la question en disant j'ai commencé un parcours et je me rends compte que ça va pire après. Donc, j'ai pas envie de me faire traiter non plus. Donc, en fait, quand on se rend compte que la justice est en difficulté, que le soin, c'est pas quoi nous proposer, que quand on nous propose un truc, on essaye quelque chose et que derrière, on va encore plus mal, bon, autant vous dire qu'effectivement, c'est complexe. Donc, nous, en tout cas, les grandes solutions, c'est de se dire on coordonne, on ne lâche pas. Et à partir du moment où on n'est pas lâché, on peut tester plein de choses, revenir et se dire ça marche, ça fonctionne pas. Là, je vais pas bien. Là, je vais mieux. Enfin, je vois quelque chose. Donc, ça fonctionne. Et franchement, on a eu des belles réussites. Et je vous donne le chiffre, mais parce que sur les 638 personnes victimes de l'année dernière, il y en a 502 qui en sont sortis. Donc, coordonner, ça fonctionne. Je voulais savoir s'il y avait des questions. Alors, il n'y en a pas dans la boîte, mais peut-être par... Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, je vais poursuivre. Moi, ce que j'entends beaucoup... Ok. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, dans la société, il y a cette vision de la, entre guillemets, bonne victime de violence, et c'est à des marques et qui est battue par cet événement. Il y a cette idée que si on arrive à vivre, à faire des choses, ce n'est pas si grave, ce n'est finalement pas si impactant comme événement. Je crois que c'est une idée que j'ai entendue dans King Kong Theory de Virginie Despentes. Alors, c'était... oui... Est-ce que tu peux l'idée de la bonne victime de violence. La bonne victime, ouais. Alors, la bonne victime de violence, effectivement... Alors, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a parlé, c'était Julia Foyce, si je ne me trompe pas, qui expliquait, donc elle racontait dans son livre comment, finalement, elle était une bonne victime, dans le sens où, je crois, elle s'est fait violer un soir en sortant d'un parking par un inconnu. Donc, évidemment, c'est l'inconnu, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et puis, finalement, t'étais pas dans ton tort, donc tu es un peu la bonne victime parce que tu es la victime totale, finalement. Voilà, c'est ça, être une bonne victime. Alors, avec les guillemets autour de bonne victime. Hein. Alors que, comment dire... Ça parle beaucoup, je pense, de culpabilité aussi. On fait porter la culpabilité peut-être sur la personne qui a été victime de violence. Alors que, très souvent, par exemple, quand vous êtes face à la police ou à la justice, on vous demande aussi si le jour où vous avez été agressé, quelle tenue vous avez portée, est-ce que vous n'aviez pas un peu bu, est-ce que, par exemple, oui, j'ai suivi ce garçon de mon plein gré, et puis finalement, on s'est trouvé au bord du lit et j'ai plus eu envie, mais il a quand même insisté. Oui, mais n'empêche que au début, vous étiez consentante, donc voilà. Je ne sais pas, Charlène, si tu veux peut-être... Moi, ça me fait clairement penser à la question de la légitimité aussi, en fait, et la comparaison qu'il peut y avoir. Des personnes qui viennent me raconter leur histoire en me disant « mais moi, c'est pas très grave. Moi, c'était pas de l'inceste. » Ou alors « oui, mais moi, aujourd'hui, je peux continuer ma vie. » Oui, mais pour autant, si vous venez me voir, c'est bel et bien que le regard que vous portez sur votre histoire et sur votre vécu vous dérange quelque part, ou en tout cas n'est pas totalement en paix. Donc il y a cette comparaison très souvent. Moi, juste pour amener un témoignage, quand je suis allée porter plainte pour une agression sexuelle, la juge d'instruction m'a quand même dit « mais
Alors, vous avez fait plein de trucs pour vous reconstruire. Moi, je suis passée par les ateliers d'escrime, voilà, je suis allée voir pas mal de soignants, etc. Et donc, c'est vrai que oui, j'ai fait en sorte de me reconstruire. J'ai fait ce travail-là pour moi. Elle me dit, mais si vous êtes autant reconstruite aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez encore de la justice ? Et donc, effectivement, il y a tout ce discours-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait qu'on continue à aller mal, à pas prendre soin de nous. Donc, on continue à subir, finalement, cet événement-là. Surtout pas se battre, surtout pas se faire du bien et se réparer. Continuer à faire pitié. Ou mourir. Et attendre que ce soit la justice qui prenne ça en main. Enfin, on se rend bien compte qu'en fait, c'est pas possible, quoi, d'avancer et de se reconstruire justement dans ces conditions. Et juste pour, c'est vrai que nous on a les premiers, en tout cas quand on fait des formations, les premiers mots qu'on dit c'est je te crois, tu n'y es pour rien, le coupable c'est lui. Les violences sont interdites et je peux t'aider. C'est vraiment les mots qu'on dit, qu'on dit aux victimes, c'est-à-dire que en fait c'est juste je te crois, tu n'y es pour rien. Donc au niveau par rapport à ça, c'est important parce qu'en fait ça englobe tout le monde, comme tu dis, au niveau de la légitimité, c'est qu'on a l'impression que notre discours n'est pas légitime. On peut se dire oui, moi j'ai subi ça, mais en fait, c'est pas si grave par rapport à ce que peuvent vivre d'autres femmes. Tu parlais, toi, de ton dépôt de plainte. Moi, c'était pas... j'ai dû déposer plainte, mais c'était dans le cadre de mon travail parce que je subissais des violences quand même d'une personne qui venait au travail, mais j'ai mis presque 1 an. Parce que autour de moi, on me disait mais c'est pas si grave, il est amoureux de toi, enfin des choses. Non, en fait, si c'était, il a fallu plusieurs accumulations pour me rendre compte que déjà au-delà que cet homme était un problème pour l'espace public, c'était violent. Et en fait, je me sentais gênée même d'y aller. Et quand j'ai porté plainte, le policier qui m'a reçu était très bien, mais sa collègue a quand même dit ça va, c'est pas si grave, là tu prends ton temps, c'est bon, on pourrait faire ça plus rapidement. Non. Enfin donc. La hiérarchie, en fait, et donc c'est très important de se dire, en fait, quand ma dignité est attaquée, c'est je te crois, tu n'y es pour rien, le coupable c'est l'autre, c'est lui, et voilà, et ça met du temps à s'intégrer ça. Mais de toute façon, les femmes en général, déjà, on a un problème de légitimité dans la vie, donc du coup, je pense que ça s'applique aussi malheureusement aux violences. Il y a une autre question ? Ouais, il y a plein de questions. Ça y est, vous êtes lancés. Une question sur l'argent. Très intéressant ça. Il me semble que la plupart des solutions citées ont un coût financier plus ou moins important, en plus du coût psychique nécessaire pour entamer ces démarches. Y a-t-il des solutions financières pour rendre ces ateliers, suivis, etc., accessibles au plus grand nombre, ou des plaidoyers pour trouver des financements aux structures permettant de proposer des services à moindre coût ? Alors, je peux juste garder pour moi, puis je te passerai après pour la suite. Les consultes sages-femmes, c'est pris en charge à 100%. Donc, 70% sécu, 25% mutuelle. Il n'y a pas d'avance de frais si on a la CMU ou si on a besoin de ne pas avancer de frais. Donc, en tout cas, n'ayez aucune réticence à aller consulter des sages-femmes pour ces problématiques-là. Moi, je vais me permettre d'insister aussi sur la question de la formation des soignants. Je crois que si jamais on n'avait pas insisté encore, c'est le moment. Déjà, pourquoi ? Parce que la majorité des kinés peuvent être ostéopathes. Désolée, Camille, je fais une tendance. Donc, s'ils sont effectivement sensibilisés à la question des violences, ils vont faire des efforts financiers. Les sages-femmes sont remboursées, les médecins généralistes sont remboursés. Imaginons que vous ayez la chance que le médecin généraliste se soit sensibilisé à la question des traumatismes et fasse de l'EMDR. Imaginons que la sage-femme que vous voyez ait été sensibilisée et fasse de la sophrologie. Bref, il y a toujours des moyens de trouver, mais effectivement, il va nous falloir former les soignants qui déjà sont remboursés à vous trouver des solutions effectivement très intéressantes. Et la deuxième des choses, effectivement, c'est le plaidoyer. Mais le plaidoyer, c'est là où effectivement, il va nous falloir réfléchir, c'est que l'État, s'ils n'ont déjà pas d'argent pour pas grand-chose, c'est pas à eux qu'on va aller demander de l'argent facilement. Je sais très bien ce que tu en penses sur le coût de la virilité, mais c'est un plaidoyer sur 10 ans. Cependant, la chose qui peut être assez intéressante à mobiliser, on n'y pense jamais, c'est les mutuelles. Si on fait du plaidoyer mutuel, et nous, ça y est, dans notre conseil d'administration, on a le président de la mutualité du Rhône qui a été très sensible à la question et qui a dit « Ah, mais bingo, on a trouvé des solutions ». Bah oui, bien évidemment qu'on a trouvé des solutions. Les mutuelles, si vous avez une mutuelle, ils peuvent quand même vous rembourser les soins ostéo, les soins kinés, le MDR pour certaines choses. Si on vient faire du plaidoyer dans les mutuelles, on va pouvoir accéder assez rapidement à des remboursements efficients. Et nous, on a certaines personnes victimes qui ont pu accéder à beaucoup de soins gratuitement.
Donc c'est possible, je me permets effectivement je sais pour l'État, et je sais que c'est à l'État de prendre ça en charge, mais c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Il y a d'autres acteurs qui peuvent effectivement être des vrais appuis, et il faut y croire. Le plaidoyer peut commencer par des choses peut-être plus simples que l'État qui est à mobiliser et qui est une machine qui demande énormément de temps. Alors oui, il y a des soignants qui sont pris en charge, pour autant c'est un vrai sujet. Enfin, le coût, vraiment. L'association Stop aux violences sexuelles, justement, mène une enquête depuis déjà de très nombreuses années pour connaître sur les participantes aux ateliers d'escrime quel est le montant des soins, en fait, dispensés avant les ateliers d'escrime, et les compare avec le montant cumulé après les ateliers. C'est assez énorme. Et ça, c'est une étude de Violaine Guérin qui, voilà, je ne sais pas encore si c'est sorti ou pas, mais c'est un vrai sujet qui compte. Je trouve qu'un bon moyen, c'est d'aller aussi chercher l'associatif. Tous les collectifs, toutes les associations qui œuvrent justement, là encore, en pluridisciplinaire, ont cette puissance-là, cette force, au fait, d'aller chercher des fonds, d'aller mobiliser un petit peu du mécénat, enfin voilà, avec plein de solutions comme ça. Et là encore, ça permet d'avoir cette force aussi de la coordination, ensuite du suivi. Je voulais aussi peut-être ajouter quelque chose. Alors là, nous sommes en train de parler effectivement du coût de la prise en charge finalement des conséquences de la violence. Mais à mon sens, c'est-à-dire en tant que sociologue aussi spécialiste de ces questions-là, on ne parle pas assez peut-être de prévention. Et la prévention, c'est quoi ? Il me semble que ce sont des questions qui touchent d'abord aussi la société, les citoyens, les citoyennes. Ça passe aussi par l'éducation des enfants, de vos enfants. La prise de conscience aussi finalement de ce que sont toutes ces violences. Ça demande aussi, c'est comment éviter d'arriver à vivre ces violences-là pour ne plus avoir à les prendre en charge finalement. Voilà. Il faut aussi, je crois, qu'on s'empare de la question de la prévention, vraiment. Et de l'élimination finalement de la violence avant même qu'elle n'arrive. Oui, en effet. Je me demandais comment vous survivez en tant qu'asso. D'où viennent vos financements, s'il y en a. Par exemple, nous toutes, Vivo. Bon, après, je sais pas, c'est plutôt professionnel, donc peut-être il y a un petit peu plus. Alors, nous toutes, déjà, à la base, on est un collectif. On n'est pas une association. Donc, on a dû créer une association qui s'appelle Soutenons Nous Toutes Rhône. Voilà, pour avoir un cadre justement juridique, parce qu'on passait par le biais de cagnottes et on ne pouvait pas retirer les cagnottes Litchi et compagnie. Donc voilà, ouais, donc c'est un peu une association fictive, j'avoue, pour pouvoir retirer la cagnotte. Honnêtement, comment on vit ? Là, on a 100 € sur notre compte, donc bénévolement, en fait, on fait du bénévolat, nous-mêmes, on est 8 membres à la coordination et on finance nous-mêmes quand il y a besoin de matériel, d'action, voilà. Donc après, le Natio, quand même, nous soutient sur des actions, donc ça c'est cool, on peut se faire rembourser sur certaines actions, notamment les manifs, parce qu'ils ont un budget, il y a un budget un petit... La coordination nationale de Nous Toutes Rhône. Par exemple, les autocollants, on fait des actions où on les vend et donc ça nous rapporte, ça nous permet de financer les manifestations. Voilà. Comment nous vivons ? Eh bien, c'est mieux que l'année dernière. Non, si on est tout à fait honnête, on n'a pas misé sur les pouvoirs publics. Voilà, on a commencé par là, c'est-à-dire qu'effectivement, on a conscience que c'est un plaidoyer politique qui est fort et qui est intense, qu'il nous fallait effectivement une structuration de la direction en général et de la coordination et que les victimes soient extrêmement bien suivies, puisque je suis d'une honnêteté transparente, c'était moi jusqu'à maintenant, et j'étais sage-femme, et j'étais directrice de l'asso, et j'étais... Bon bref. Donc maintenant que la coordinatrice est arrivée depuis un mois, autant vous dire que les choses commencent à bien changer. Et on a été chercher du mécénat privé, mais du mécénat privé qui a du sens. Et en fait, on est en train de voir que ça décolle bien plus que ce qu'on pensait. Alors attention, je ne vais pas être d'une ambition folle, mais pour autant, je suis assez dans la réalité et je me rends compte que le mécénat privé est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que les mécènes privés, ils comprennent en fait. À partir du moment où il y a un discours qui leur parle, et souvent ils sont eux-mêmes des anciennes victimes ou des victimes en ce moment, et ils ont compris l'intérêt que leur entreprise s'engage au niveau de la RH. Donc c'est vrai qu'eux, quand ils donnent chez nous, c'est pas on donne chez vous et puis démerdez-vous avec l'argent, c'est on donne chez vous. Par contre, on a du travail.
Donc en fait, quand vos victimes seront reconstruites, nous on aimerait bien les embaucher. Et du coup, on aimerait bien des clés RH pour les embaucher, parce qu'on sait que c'est des personnes qui potentiellement à 8h le matin, si elles ont eu des cauchemars toute la nuit, elles vont pas arriver à se lever. Donc il y a vraiment un engagement du mécène privé sur cette question-là, et c'est des choses qu'on peut aller social de l'autre, le travail de l'autre, c'est déjà tout le monde doit travailler ensemble, sinon on va jamais s'en sortir. Parce qu'encore une fois, pendant 6 ans, vous êtes reconstruit, vous êtes super en forme, ça y est, vous êtes remis au travail, vous êtes au top de votre forme, et d'un coup, il y a le procès qui arrive. Je resitue, c'est à peu près 6 ans le temps d'un procès. Et là, tout s'effondre. Hein. Donc effectivement, on a quand même besoin d'un suivi coordonné sur toutes les sphères de reconstruction. Et sur le travail, il y a un enjeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les conséquences vous empêchent d'aller au travail. Vous avez des troubles du comportement alimentaire, vous ne mangez pas avec vos collègues. Donc vous vous isolez, donc vos collègues, vous savez comment ça se passe quand on est isolé au travail. C'est pas toujours facile de s'intégrer. Il y a la question des cauchemars. Je ne dors pas de la nuit, je me mets à dormir à 5h du matin. Donc si j'ai pas des horaires adaptables ou je n'arrive pas à m'adapter, c'est sûr qu'à 8h le matin, soyons honnêtes, je ne suis pas frais pour être au travail. Donc on a effectivement des gros enjeux, et pour autant, bien suivi, bien coordonné, et si toutes les RH étaient sensibles à cette question-là, appliquer certaines choses et certaines réflexions au travail, d'ailleurs avec lesquelles j'en parlais beaucoup avec les derniers mécènes, on pourrait arriver à des choses vraiment très intéressantes. Je vais vous donner un petit exemple, parce qu'il y en a qui militent beaucoup pour ça, mais rien qu'une semaine de 4 jours avec des horaires adaptables où c'est le salarié qui choisit quand est-ce qu'il arrive, et des congés menstruels, par exemple, sur des patientes qui ont plus d'endométriose parce qu'elles ont vécu de la violence, ça peut être des petites choses qui peuvent se mettre en place, qui sont assez faciles à mettre en place, et qui pourrait déjà les aider à se remettre au travail. Et puis après, c'est d'avoir aussi une sensibilisation des RH pour expliquer qu'après des violences, 4 ans de trous dans un CV, c'est pas qu'elle a glandé, c'est pas qu'elle a glandé devant la télé ou qu'elle avait autre chose à foutre que travailler, c'est juste qu'elle a mis 4 ans, 6 ans à se reconstruire, et que ça y est, elle est prête, mais que du coup, bah oui, il y a 6 ans de trous dans le CV. Il y a pas mal de questions sur, finalement, aujourd'hui, je suis victime de violences. Qu'est-ce que je fais ? Alors, donc, il y a une question, c'est comment aider les personnes victimes de violences, vers qui les diriger et qui les accompagner ? Comment les accompagner ? Et la deuxième question qui ressemble, c'est aujourd'hui, combien de temps a une femme pour dénoncer des violences, sachant qu'on dit que parfois, il faut 40 ans pour qu'elle s'en remémore. Alors, je ne sais pas si on a vraiment des réponses sur ça. Mais... Alors, il n'y a pas de moyenne. Hein. Pour dénoncer des violences, il n'y a pas de moyenne. Enfin, je veux dire, chacun a son rythme, chacun comme il peut, et chacun quand c'est son temps. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a toujours du mal. Et comment aider une victime ? Ça dépend du besoin. C'est vrai que très souvent, on a tendance à se dire elle m'a dit qu'elle avait vécu des violences. Attends, tu te souviens, qu'est-ce que je dois faire déjà ? Ah ouais, je vais l'emmener à la police. On est d'accord, c'est bon, on l'a tous déjà entendu. Ouh là là, si c'est pas son besoin, objectivement, vous avez passé à côté de beaucoup de choses. Aider une personne victime, je crois que c'est surtout et avant tout savoir si oui ou non, nous, on a déjà vécu des violences, parce que vous serez jamais des sauveurs. Donc effectivement, c'est important de se dire, si je veux aider une personne victime, est-ce que moi j'ai résolu mes propres problématiques ? Et si vous êtes prêt à vous engager sur cette question-là, c'est d'avancer avec cette personne, avec ses besoins. Et donc de comprendre que des fois, elle aura besoin d'être seule, tranquille, de déconnecter son téléphone, c'est pas la peine de la harceler sur son téléphone, elle n'en veut pas, et que des fois elle vous appelle à 4h du matin en vous disant, en fait, je suis au bout de ma vie, je vais pas bien du tout, j'ai besoin de quelque chose, mais je suis pas prête. Donc en vrai, si on veut aider quelqu'un, c'est comment est-ce qu'on apprend à gérer sa frustration et son histoire personnelle avant tout. Mon discours. Merci Morgane. Oui, je voulais revenir sur la question de combien de temps à la personne. En fait, la question il y a vraiment plusieurs temporalités
dans la prise en charge de personnes victimes. Il y a toute la temporalité juridique. Et je demandais à Charlène de me rappeler un peu tous les délais de prescription et autres. Donc c'est bien à partir de l'âge de la majorité. Pour les incestes, 40 ans, 30 ans et 20 ans, sinon pour les violences sexuelles. Viol. Pardon, ça peut être moins pour d'autres violences. En tout cas, ça, c'est vrai que c'est souvent une question que les personnes victimes se posent en premier lieu. Est-ce que je suis encore dans les temps ou pas, ou est-ce que j'ai dépassé le délai de prescription? C'est le premier réflexe et malheureusement, c'est dommage parce que ça voudrait dire que la toute première action à mettre en place, c'est la justice. Or, ça se prépare. On n'arrive pas comme ça dans un parcours judiciaire. Et avant ça, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. Et donc oui, à cette question-là, il n'y a pas de bonne temporalité. Je pense que c'est quand la personne se sent assez en confiance avec elle-même ou avec ses proches, bref, prête à aller affronter cette partie-là de sa vie. Et il y avait une deuxième question sur laquelle je voulais rebondir, mince, que j'ai oublié. La deuxième partie, comment aider? Ouais, comment aider ou vers qui, voilà. Je crois que les être un sacré parcours du combattant aussi. Voilà. Oui, parce que quand on regarde les chiffres au niveau des enfants, on serait étonné à quel point il y a beaucoup de filles et de garçons, en fait. Oui. Et le problème, c'est que les hommes se retrouvent dans une difficulté d'en parler parce que ça les ramène à l'homosexualité. Ouais. Parce que la plupart du temps, c'est un homme qui les a agressés. Et il y a le tabou de l'homosexualité qui peut bloquer. Là, après, parmi d'autres raisons aussi. Hein, il y a un vrai rapport de genre, je pense, parce qu'un homme qui a été agressé, en fait, il est atteint dans ce qu'il pense être sa virilité. Et c'est vrai que la parole des hommes a encore peut-être moins de facilité à s'exprimer que celle des femmes. Les femmes, on a cette chance, on va dire, c'est que on s'est beaucoup organisé toutes ces années, hein, en association, en collectif. On sait que éventuellement, effectivement, voilà, il y a Nous Toutes, il y a Solidarité Femmes. Enfin, il y a beaucoup d'associations effectivement, mais parce que ça fait des années, des décennies, on va dire que les femmes se battent aussi sur ces questions-là. Et voilà, il faut que les hommes aussi pensent que c'est par le collectif aussi, je pense, parce que moi, ce que j'entends beaucoup aussi, c'est que c'est un vrai travail sur soi. Alors, c'est beaucoup l'individu, en fait, qui porte la responsabilité, effectivement, de faire tout ce travail-là, de penser à vers qui je vais me tourner, qui est-ce que je vais appeler, est-ce qu'il faut que je porte plainte, etc. Mais penser aussi collectif, parce que je pense que c'est ce qui fait la force, finalement, de nos solidarités, c'est que ça nous permet de ne pas porter ça tout seul, ou toute seule, et aussi de penser que toutes ces violences-là, ce sont aussi des violences, et d'abord, je dirais, des violences sociétales, c'est-à-dire des rapports de domination et qui font que la personne s'est permise ça parce qu'elle a pensé que tu étais faible, et elle a pensé qu'elle était plus forte que toi, et que tu avais peur d'elle, et que tu as peur de toute façon d'aller porter plainte, et que tu as peur de parler. Et c'est sur ça. Un des livres, là, Amour en cendres, saisit aussi la question de ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur. C'est toutes ces mécaniques-là, voilà, qui sont en fait des rapports vraiment de domination et de pouvoir. Donc qu'on soit femme ou homme victime, en fait, ce sont quand même les mêmes mécanismes aussi.
Quand tu parles justement de collectif, nous, vraiment, le fait de militer ensemble, d'être sur l'espace public, de se réapproprier tout ça, c'est vraiment quelque chose qui donne de la force. Et souvent, ce que je remarque, c'est qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Quand il y a des militantes qui arrivent, on sait, en fait, on se regarde et on sait et on avance ensemble. Et c'est vrai que cette colère, parce qu'on a aussi de la colère en nous contre ce système-là, ça fait du bien de pouvoir aussi la crier, de pouvoir la sortir. Et c'est totalement légitime, notamment dans ces moments-là, de pouvoir se réapproprier l'espace aussi par des collages. Enfin, il y a plein de techniques, mais ça, en tout cas, ça dépend pour qui, mais ça peut faire beaucoup de bien. Et donc, c'est très important. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est important aussi, ce côté-là. Et je pense qu'il est important aussi d'inscrire ce collectif aussi, parce que très souvent, on entend, parce qu'évidemment, comme nous sommes nombreuses, on se dit, voilà, c'est la guerre des sexes, ce sont les femmes contre les hommes. C'est pas ça du tout. C'est vraiment un collectif de solidarité, et pour se rendre plus forte, oui, mais pas forcément contre un ennemi qui serait l'homme, le masculin, c'est pas ça. C'est contre la violence patriarcale, et quand on dit patriarcale, c'est-à-dire qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de ce système-là. Je voulais juste transmettre un petit quelque chose, parce que c'est vrai que j'entends dans toutes ces questions-là une notion assez importante. Les avocats sont très très bons pour en parler, ils auraient été bien mieux que moi pour en parler sûrement. La justice maltraite les victimes pour une bonne raison, et je voulais quand même qu'on en parle tout de suite. C'est qu'on a oublié à quoi servait la justice, parce qu'on nous l'a peut-être même jamais expliqué. Et c'est là où du coup c'est hyper important d'être préparé à la question de la justice. La justice ne dira jamais « oui, vous êtes victime ». C'est pas son rôle, en fait, ça ne l'a jamais été. Et la problématique, c'est qu'on a beaucoup de personnes victimes qui y vont en se disant « c'est ça que j'attends ». C'est qu'on légitime que je sois une victime. Sauf que le rôle de la justice, c'est de dire « est-ce que ce qui s'est passé, j'ai assez de preuves pour dire qu'il y a culpabilité ou pas ?» Et ça, c'est hyper important, parce que très souvent, on a des victimes qui arrivent chez nous effondrées, qui sont allées voir en premier lieu le juridique en nous disant « c'est bon, vous voulez quoi ? De toute façon, ça va pas m'aider à me reconstruire, ça m'a démoli, ça m'a détruit. Qu'est-ce que vous attendiez de la justice ?» Et quand elles nous disent « j'attendais de la justice qu'elle me dise que j'étais victime. » D'accord. Et là, c'est là qu'effectivement est aussi l'écueil, et c'est pour ça que je répète, il y a plein de solutions, et que c'est un des chemins de reconstruction, mais dans tous les cas, tout se prépare. Voilà, et c'est pour ça que la question de la temporalité, la question de qui, quoi, quand, comment, c'est surtout quand est-ce qu'on est prêt à, quand est-ce qu'on est prêt aussi à être informé de ce dont on a besoin, parce qu'aujourd'hui, on parlait de la légitimité, on parlait de plein de choses, mais encore une fois, je voulais revenir sur ça, la justice n'est pas là pour légitimer une victime. Je crois qu'on peut quand même dire qu'il y a des étapes ou des phases par lesquelles passer dans son parcours de reconstruction. On entend qu'il y a la partie corporelle, en fonction des conséquences que chacun peut avoir, donc plutôt médicale. Je pense qu'il y a la partie psychologique aussi, où là, on ne peut pas faire sans, parce qu'une personne victime, souvent, s'est construite dans des mécanismes qui ont été des mécanismes de défense, mais qu'il faut apprendre à déconstruire, voilà, pour les recréer de façon plus saine, disons. Que le juridique peut arriver aussi, parce que c'est très important quand même de faire condamner l'agresseur, mais que tout ça va se faire dans une temporalité différente, avec une priorisation qui ne sera pas la même en fonction des personnes. Alors, il nous reste peut-être 10 petites minutes. On va prendre une dernière question pour nous permettre d'y répondre. Là, on en a une sur un aspect qu'on n'a peut-être pas, on n'a pas trop discuté. C'est sur la question intergénérationnelle. Et donc, alors c'est pas la question, je vous la lis. Comment aborder avec un parent, une mère, un père, son histoire, le fait qu'on a vécu une violence sexuelle alors qu'on s'est tu pendant des années et qu'il ou elle risque de s'en vouloir de n'avoir rien vu. Donc voilà. Après, ça ramène à la question intergénérationnelle aussi. Moi, je vais vous parler de moi. Je vais vous donner mon cas, en fait. J'ai su, adolescente, que ma mère avait été victime de violences dans son enfance, de violences sexuelles. J'ai moi-même été victime de violences sexuelles dans mon enfance. Et c'est, je pense, pour cette raison-là particulièrement que je me suis tue pendant 20 ans. Parce que comme je savais que ma mère avait été victime, que si je lui en parlais, j'avais vraiment peur qu'elle s'effondre, en fait. Je savais qu'elle allait culpabiliser, je savais qu'elle allait le prendre pour elle. Bon, ça, je vous le dis maintenant, que j'ai fait tout ce fameux travail de reconstruction, et parce que je sais que c'était pas forcément la bonne façon de voir les choses. Et du coup, oui, il y a beaucoup de schémas qui se répètent. Moi, dans les histoires de vie que je recueille,
très souvent, des personnes qui ont été victimes de violences ont connu des défaillances parentales enfants ou ont connu en tout cas des schémas pas forcément toujours su dans les générations précédentes, mais il y a quelque chose comme ça de tabou, on n'ose pas trop en parler, mais on sent qu'il y a quelque chose, et très très souvent dans mes expériences ou les gens que je côtoie, c'est pas aidant de savoir ce qu'il y a, ce sujet-là intergénérationnel, et donc on a cette crainte-là de comment en parler. Pour autant, là encore, mon expérience, quand je l'ai enfin dit à ma mère au bout de 20 ans, elle m'a dit « mais pourquoi tu me l'as pas dit avant ?» C'est-à-dire on projette des craintes, on pense que ça va briser des personnes, des familles ou des générations, et pour autant, tout le monde n'attend que ça. Et les personnes victimes d'une génération que de celle d'avant et autres. Donc je pense qu'il faut peut-être déjà discuter de ces craintes qui sont plus ou moins justifiées ou peut-être pas, et du coup d'avoir un petit guide, voilà, de questions que vous pouvez poser. Alors avant de parler de soi, on peut déjà questionner nos proches. Comment c'était à ton époque sur ces questions-là, justement, des violences? Est-ce qu'on vous en parlait? Est-ce que tu y as déjà été sensibilisé avant de rentrer frontalement sur est-ce que toi aussi tu as connu des violences ou pas? De contextualiser un petit peu par rapport à l'époque, ça permet de délier un peu les langues, ça permet de connaître le contexte aussi des générations précédentes par rapport aux nôtres. Et petit à petit, très certainement, que peut-être pas du premier coup, peut-être pas dès la première question ou la première conversation, mais que les langues vont se délier. Et en fait, aller trouver de la réciprocité, c'est souvent très aidant pour tout le monde, quelles que soient les générations. Il a été prouvé aux États-Unis qu'une femme victime de violence méthyle un gène, c'est-à-dire qu'elle change et module un gène au niveau cérébral, qu'elle transmet à son enfant, qui peut augmenter le risque de dépression. Et malheureusement, on sait aujourd'hui que les personnes dépressives sont plus à risque de rencontrer de la violence dans leur vie. Donc je pense que vous comprenez l'impact un peu que ça peut avoir d'avoir quelqu'un qui a vécu des violences et comment ça peut effectivement se répéter, ne serait-ce que par cette méthylation de gènes. C'est le premier qui a été découvert, donc qui dit qu'il n'y en a pas 15 autres, et que du coup, effectivement, y a des transmissions qui sont faites comme ça. Pour autant, je rejoins Florie sur la question de, oui, un tabou, ça se brise, et on peut être le premier à briser ce tabou-là, et du coup, à faire évoluer une famille. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on en attend? Parce que qu'on soit d'une transparence totale, la personne en face réagira jamais comme vous aimeriez qu'elle réagisse. Ça peut être très positif, et vous n'étiez pas attendu à ça, comme ça peut être très négatif, et vous vous attendiez pas à ça. Mais en face de vous, vous avez quelqu'un qui, potentiellement, elle est même trauma, et n'a peut-être pas travaillé dessus. Donc c'est vrai que ça se prépare. Amina. Une dernière question qui est, donc je la lis. Vous évoquez l'homme qui a été agressé sexuellement par un homme. Que pouvez-vous nous dire sur le fait que ce soit une femme, une mère qui abuse de son fils? C'est 15%, c'est ça, les chiffres? Alors, les chiffres, ça, par exemple, je crois avoir 15%. Alors c'est vrai que sur la violence des femmes, on en parle assez peu parce que c'est encore là aussi, on va dire, un préjugé sexiste. C'est-à-dire quand on est femme, d'autant plus quand on est mère, il faudrait qu'on soit douce, que voilà. Or oui, il y a aussi de la violence du côté des femmes. Par contre, sur les chiffres, moi je les ai pas du tout, je sais pas. Ouais. Et pardon, mais je préfère pas, je suis pas fiable, donc voilà, je préfère pas avancer. Chez SVS, ils avaient l'air de dire, la formation que j'avais faite, ils expliquaient que quand c'était des femmes, des mères qui agressaient les enfants, que ça se camouflait souvent derrière des gestes médicaux. Voilà, mais j'ai pas, par contre, plus d'éléments. C'est terrible, hein. Enfin, je veux dire, c'est très tabou la question des violences maternelles. C'est souvent ce qui ressort en dernier. Il y a plein d'autres violences qui se sont enchaînées souvent derrière. Parce que c'est la question de l'attachement, c'est la question de la sécurisation. Donc ça commence par là. Nous, on a beaucoup de jeunes enfants. Alors, c'est là où je vais être encore plus terrible, mais pour autant, encore une fois, traiter, ça peut s'accompagner de victimes de violences sexuelles qui vont reproduire sur leur nouveau-né. Alors ça, autant vous dire que voilà, nous, l'association la plus jeune victime de violence, elle a 3 mois.
Donc, comme quoi ça existe, et je parle d'une violence sexuelle, je ne parle pas de coups, avec des thermomètres incessants mis dans les fesses 15 fois par jour, parce que l'enfant ne fait pas caca. Et oui, un enfant ne fait pas caca 15 fois par jour, en même temps, soyons honnêtes. Donc ça existe malheureusement très fréquemment, caché sous des gestes médicaux, caché sous des gestes techniques, caché sous des gestes, tout ce qu'on veut. C'est extrêmement tabou. Et de là, ce qu'on en ait des chiffres, à mon avis, bon courage pour celui qui mènera l'interrogatoire et l'étude. Moi, je voudrais rebondir sur ces gestes-là, cette espèce de truc un peu sournois, notamment sur les notions d'hygiène. En fait, dans la transmission de l'hygiène de la santé vulvaire, on va pouvoir se transmettre des gestes comme ça de génération en génération sur le fait de devoir laver sa vulve tous les jours, de telle ou telle façon, et puis qu'il y ait quelqu'un qui contrôle comment vous vous lavez. Et ça, c'est aussi un sujet qui est compliqué, parce qu'en fait, on part d'une bonne intention, c'est-à-dire que ce parent, il a eu cet enseignement, puis on lui a dit, c'est comme ça que ça doit se faire, c'est bien. Et il va reproduire ça avec son enfant, sans jamais se poser la question, est-ce que c'est vraiment si bien que ça ? Donc toute cette notion d'éducation autour de la santé sexuelle, la santé physique et notamment le confort vulvaire, eh ben, ça peut justement permettre de lever des actions qui se mènent dans les familles et qui ne sont pas, entre guillemets, normales. On nous les a enseignées, mais elles ne sont pas normales. La question de l'intimité aussi. Je pense que même quand on est un enfant, on peut demander à ses parents, non, je peux faire ma toilette tout seul ou toute seule. Voilà, je pense que... Mais ça passe par l'éducation, effectivement. Bon, alors pour finir, bonjour, pouvez-vous nous donner des outils pistes quant à la réappropriation de son corps suite à une VS, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Résume. Un petit résumé. En moyenne, il faut 6 mois pour sortir d'une crise aiguë suite à des violences, donc enlever une bonne majorité des symptômes, et 2 ans de travail intense pour se dire qu'on a des débuts de clés. Donc vous me demandez de résumer en 1 minute un truc qui peut se passer en 6 ans. Non, et bien sûr, c'est le travail pluridisciplinaire. Après, encore une fois, il faut que ça vous ressemble. Enfin, je trouve que c'est très compliqué de pouvoir sortir comme ça des choses, mais on a des difficultés à se laver, à se toucher son corps. Ça va être compliqué de dire on commence direct par des massages corporels et des choses techniques sur cette partie-là. C'est compliqué de résumer, mais en gros, la réappropriation de son corps, c'est tout ce qui va être ancrage, la question de plus être vertigineux, parce que alors ça, les victimes, elles nous le disent très souvent. J'ai l'impression que ma tête, elle est pleine de brouillard, que j'arrive pas à me concentrer, j'ai la tête qui tourne, dès le matin au réveil, je suis fatiguée. Enfin, déjà, ça peut commencer par là, et déjà, ça doit commencer par là, si on est tout à fait honnête, parce que quand on arrête d'avoir la tête qui tourne et d'avoir le cerveau un peu embrumé, et ça, il y a plein de choses pour le faire, c'est des techniques d'ancrage, donc ça peut être l'escrime, ça peut être le sport très usité d'ailleurs, ça peut être les massages corporels, ne serait-ce que ça peut être Et d'autres victimes. Rencontrer d'autres victimes n'ancrera pas forcément, mais effectivement permettra de poser des mots ou d'un peu de réciprocité, de ne pas se sentir seul dans cette question-là. Bon, il y a plein de techniques. Après, c'est tellement dépendant de chacun et c'est tellement très individuel que ça va être compliqué de vous le dire. Mais voilà, ça commence à minima par l'ancrage et arrêter et être présent, quoi. Être juste là, déjà, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de victimes qui ne le sont pas. Beaucoup, puisqu'on a presque plus de 90% des victimes chez nous, en tout cas, qui ne sont pas là, quoi. Voilà, elles sont physiquement là, voilà, posées, et ça s'arrête là. Donc ça, c'est déjà qui est importante. Oui, je crois qu'il y a quelque chose que moi, j'entends souvent, en tout cas, des personnes victimes qui viennent me voir, c'est le fait qu'elles ne sont pas du tout connectées à leur corps. Donc, il n'y a pas de sensation. Du coup, il faut réapprendre petit à petit à réactiver un système un peu nerveux, voilà, avec un peu d'automassage, pas de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de travail à faire sur le souffle aussi, parce que ça, souvent, on se rend compte qu'il y a une mécanique du souffle qui peut s'inverser. Donc, se réancrer à travers son souffle, apprendre à poser ses limites aussi corporellement. Quelle est notre sphère ? Est-ce qu'on est capable de dire à quelqu'un qu'il est trop près ou pas et de se faire respecter là-dessus ? Donc voilà, ça c'est déjà un territoire en fait à reconquérir aussi. Voilà. Et moi j'aimerais dire un mot par rapport à nous soignants. Ce que a initié Morgane sur l'information de la formation. En fait, je crois qu'il faut que vous sachiez qu'on est très mal formés.
très très mal formés. Donc en fait, il y a plein de moments où vous allez vouloir dire quelque chose et puis nous, on ne saura pas quoi en faire. Ou on va être clairement mauvais. Ou on va vous répondre un truc terrible pour vous. Et je crois qu'il faut que vous gardiez l'espoir et l'énergie pour aller voir quelqu'un d'autre et pour continuer de taper à une autre porte. D'accord ? Et vraiment, je sais que c'est dur pour vous, mais je dédouane pas forcément les soignants. Hein, mais sachez que malheureusement, on a aussi le bagage qu'on nous a transmis. Et puis des fois, on fait l'effort d'aller chercher plus loin. Puis des fois, parce que ça nous arrange bien, certainement, on va pas plus loin. Voilà. Mais j'aimerais vraiment vous transmettre ce message de continuer à aller chercher des soignants pour pouvoir vous prendre en charge si vous êtes victime de violences, parce qu'il y en aura forcément qui vont pouvoir répondre à vos questions. Et j'en profite pour vous proposer, sur le site de l'association de Périnée Bien-Aimée, vous avez un annuaire de professionnels formés à la prise en charge des douleurs gynéco. Donc moi, c'est que dans cette optique-là, hein, c'est sur les douleurs gynéco. On a ce bagage de poser la question sur les violences, mais on n'a pas forcément toujours le bagage nécessaire pour bien vous accompagner. Mais en tout cas, on est formé sur les prises en charge des douleurs vulvaires. Et sur le site de SVS, Stop aux violences sexuelles, vous avez un annuaire, vous avez tout le maillage thérapeutique, en fait, avec plusieurs professions. Donc, vous pouvez retrouver aussi une liste de professionnels du juridique, soignants, etc., qui sont formés. Et puis, nous rappelons aussi tous les numéros de plateforme 3919 sur nous toutes, etc. Donc, ce sont des numéros qui sont de plus en plus affichés aussi dans l'espace public. Donc, n'hésitez pas vraiment. Ça a le mérite quand même d'exister, même si effectivement, parfois le recueil de la parole se fait mal, etc. Mais voilà, c'est quand même important de le rappeler. Si on conclut ou pas, mais j'avais envie de reboucler un peu parce que finalement la question que tu as posée initialement, c'est peut-on guérir de violences sexistes et sexuelles ? Moi, je suis un peu dure parfois, mais je suis pas sûre qu'on puisse en guérir parce qu'honnêtement, on vit toujours avec. En revanche, on peut se réparer. On peut réparer vraiment certaines de ces blessures, certains de ces mécanismes. On peut apprendre à se reconstruire d'une certaine façon. On peut se réapproprier nos vies. Ça prend du temps, on n'a peut-être pas eu des paroles hyper positives tout le temps aujourd'hui, mais c'est réellement possible. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont réussi et qui, après, sont très fières de pouvoir se raconter, de pouvoir témoigner, de pouvoir aussi prouver à d'autres que c'est possible de vivre autrement. Donc, le mot guérison, je ne sais pas si c'est toujours le bon. Reconstruction, en tout cas, c'est possible. Merci beaucoup. Nous finirons sur ces mots effectivement plutôt optimistes quand même. Mais voilà, je pense que pour les prochaines éditions, on aura d'autres approches éventuellement aussi, parler du juridique, de la justice, etc. Je pense que le terrain est malheureusement assez large pour qu'on en reparle à nouveau très prochainement. Et en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette journée ou même simplement pour quelques heures. Et prenez soin de vous.